Mon père grogna, si tu disparaissais demain, cette maison ne s'effondrerait pas. Dans le salon, où la famille exigeait que je vende mon magasin de 300 000 $, pour sauver mon frère, maman détourna le regard. Ma sœur sourit. J'ai acquiescé. Ce soir-là, j'ai disparu, ne laissant qu'une seule clé. Ils l'ont trouvée. Merci d'être là avec moi aujourd'hui. J'espère que vous passez une merveilleuse journée, où que vous soyez. J'aimerais que vous puissiez partager en commentaire la ville ou le pays d'où vous regardez et l'heure qu'il est là-bas maintenant. Commençons notre histoire ensemble. Mes mains, imprégnées à jamais de la fine poussière du bois et du léger parfum du poli à métaux, se sentaient étrangères en serrant le volant de mon vieux pick-up. C'était le même camion que j'avais failli vendre il y a des années pour aider mon père à payer une facture médicale. Il a juré qu'il ne pouvait pas la couvrir ou une facture dont il n'a plus jamais parlé une fois que je lui ai transféré l'argent. Des petites choses, à l'époque. Juste ce que faisait la famille, n'est-ce pas? Mon magasin de quincaillerie, Miller Supply, n'était pas qu'un travail. C'était chaque nœud au doigt, chaque inventaire tardif, chaque sourire de client satisfait condensé dans un espace physique. Je l'avais créé il y a 8 ans avec un prêt modeste et une quantité ridicule de fois dans le travail acharné, fois dans la prestation d'un service décent, fois que si vous construisiez quelque chose de réel et de précieux, cela tiendrait debout. D'accord, la dernière évaluation nécessaire pour un petit prêt commercial l'a évalué à environ 300 000 $. Ce n'est peut-être pas une somme d'argent qui change la vie pour certains, mais c'était l'œuvre de ma vie, construite planche par planche, boulon par boulon. Cela sentait l'effort honnête et ressemblait à un terrain solide sous mes pieds. Mon frère, Marc, avait des idées différentes sur la construction. Ses entreprises étaient toujours tape à accent grave-l'œil, numérique, visant à faire un coût énorme avec un minimum de travail acharné aux startups technologiques, systèmes cryptographiques, perturbations des industries qu'ils ne comprenaient pas. Et elles ont toujours échoué de manière spectaculaire. Mes parents, Dieu bénisse leur cœur, voyaient Marc à travers des lunettes roses. Il était l'homme des idées, celui qui avait du potentiel, le garçon d'or dont les échecs n'étaient que des revers temporaires sur la route d'une grandeur inévitable. Mon entreprise stable, rentable et réelle? Oh, c'était mignon, un petit hobby agréable mignon, ma sœur Sarah l'a appelé une fois, avec ce petit sourire serré qu'elle réservait à tout ce que j'avais accompli qui ne la bénéficiait pas directement ou ne correspondait pas à l'image du succès soigneusement élaboré par la famille. J'avais déjà aidé Marc, bien sûr. Des montants plus petits, présentés comme des prêts qu'il rembourserait certainement grâce à son prochain grand succès, de l'argent pour le loyer lorsque sa dernière start-up a fait faillite, de l'argent pour du matériel essentiel, même le remboursement de quelques-unes de ces dettes illégales que mes parents ont commodément ignorées. C'était toujours sous l'égide de la famille et de la famille. Je voulais le croire. Je voulais croire que j'étais une partie précieuse de ce cercle, pas seulement un guichet automatique avec une boîte à outils. C'était mon angle mort, je le vois maintenant. Mon désir profond d'obtenir leur approbation sincère, qu'ils me voient, moi et mes efforts, m'a rendu aveugle à la nature transactionnelle de leur amour. Lorsque le SMS de maman est arrivé, discussion familiale. Soyez là dimanche à 15 h. Urgent, un œuf familier s'est resserré dans mon estomac. Ce n'était pas une demande, c'était une convocation. Les discussions familiales urgentes signifiaient toujours que Marc avait de nouveau des problèmes, et mon portefeuille devait être la solution. J'ai traversé la ville jusqu'à la maison où j'ai grandi, la maison qui ressemblait moins à un foyer et plus à un décor pour les spectacles familiaux ces jours-ci. C'était une belle maison, bien entretenue, projetant une stabilité extérieure. À l'intérieur, cependant, l'air était épais de ressentiment et d'attente non exprimée. Les photos de famille sur le mur, montrant des visages souriants des vacances passées, ressemblaient moins à des souvenirs et plus à des accusations silencieuses, me rappelant le rôle que j'étais censé jouer. Ils étaient tous là dans le salon, papa était assis dans son fauteuil, le visage sévère, maman était perchée sur le canapé à côté de lui, détournant déjà le regard, incapable de me croiser les yeux, Sarah était dans le coin, faisant défiler son téléphone, un petit sourire narquois se jouant sur ses lèvres lorsque je suis entré. Marc n'était pas là, bien sûr. Il n'était pas le garçon d'or, il n'avait pas à faire face au désordre que les autres étaient censés nettoyer. Les petites conversations ont été brèves, forcées. Puis papa s'est éclairci la gorge. La start-up de Marc, eh bien, elle avait besoin d'une injection de fonds importante plus qu'il n'en avait pour le moment. Maman se tordait les mains. Sarah a finalement levé les yeux, son sourire narquois s'élargissant presque imperceptiblement. Quelle importance, ai-je demandé, la voix tendue.
Je savais déjà où cela allait. 250 000 $, a déclaré papa, comme s'il demandait la monnaie d'un billet de 20. Mon souffle s'est bloqué. 250 000 $. C'était presque la valeur totale de mon entreprise. Papa, je n'ai pas ce genre d'argent à disposition, ai-je balbutié. Votre magasin, a dit maman doucement, sans toujours me regarder. Vous pourriez vendre le magasin. Il vaut plus que ça, il vous en resterait. Je les ai regardés, abasourdis. Vendre Miller's Supply? Mon magasin? Vendre mon magasin? Êtes-vous sérieux? Je l'ai construit à partir de rien. Il est rentable. Il me soutient. Il est stable. Ce n'est qu'un magasin de quincaillerie, Daniel, a finalement ajouté Sarah, sa voix ruisselant de condescendance. Marqué sur le point de faire quelque chose de grand, un vrai potentiel. Votre petit magasin, vous pourriez en construire un autre. Il s'agit de la famille. Mon cœur martelait contre mes côtes. Famille? Est-ce ce que la famille signifie pour vous? S'attendre à ce que je démantèle toute ma vie, tout ce que j'ai construit de mes propres mains, pour renflouer le dernier échec de Marc après toutes les fois où je l'ai déjà aidé? J'ai énuméré quelques exemples spécifiques, le paiement de l'hypothèque, le loyer, les factures imprévues que j'avais réglées sans un mot de remerciement. Ils ont balayé cela du revers de la main. C'était différent, a dit papa d'un ton dédaigneux. Des petites choses. C'est important. C'est l'avenir de Marc. Et mon avenir, ai-je demandé, ma voix montant. Qu'en est-il de tout ce que j'ai sacrifié? Qu'en est-il du fait que j'ai toujours été celui de responsable, celui sur qui vous pouviez toujours compter tandis que lui? Papa a claqué sa main sur la coudoir de son fauteuil. Assez. Nous ne discutons pas du passé de Marc. Il s'agit de la famille qui est de la famille maintenant. Votre magasin est une petite chose comparée à son potentiel. Il est temps que vous vous engagiez correctement. Son visage était rouge, les veines gonflées dans son cou. Ses yeux, habituellement juste sévères, étaient remplis de mépris. Il s'est penché en avant, sa voix tombant dans un grognement grave et guttural qui a fendu l'air, brutal et froid, si tu disparaissais demain, cette maison ne s'effondrerait pas. Les mots m'ont frappé avec la force d'un coup physique. Pas une oppression thoracique comme du fil barbelé, c'était pire. C'était l'air qui était aspiré de la pièce, mes oreilles bourdonnaient, le parquet ciré s'inclinait sous moi, mon propre père me regardant avec un pur dédain, me disant que mon existence, mes contributions, mon être même était absolument jetable, sans importance pour la famille qu'il chérissait. Il ne s'agissait plus de l'argent, il s'agissait d'une vie passée à être invisible, sans valeur, rejetée. Il s'agissait de la vérité fondamentale de ma place ou de son absence dans leur monde. La douleur n'a pas duré, elle a explosé dans un éclair de rage blanche, immédiatement suivi d'un calme glacial et absolu. Le bruit dans ma tête s'est arrêté. Le monde ne semblait plus incliné, il semblait tranchant, clair, totalement défini par cette seule phrase brutale, si tu disparaissais demain, cette maison ne s'effondrerait pas. Très bien. Je disparaîtrai. Mais pas d'une manière qui leur permette de gagner, pas d'une manière qui leur donne ce qu'ils voulaient. Je les ai regardés, le père dont les paroles venaient de me briser, la mère qui ne pouvait supporter de regarder, la sœur dont le sourire narquois était figé. Il n'y avait pas d'amour dans leurs yeux, seulement des attentes et une déception que je ne me conformais pas assez vite. D'accord, ai-je dit, ma voix calme mais ferme pas en accord, en reconnaissance lugubre de la vérité qu'il venait de me donner. Je me suis levé lentement, reprenant mon calme. Le silence dans la pièce était assourdissant. Je n'ai pas discuté, je n'ai pas supplié, je n'ai même pas élevé la voix à nouveau. Je me suis simplement retourné et suis sorti du salon, de la maison, de la vie dans laquelle j'avais désespérément essayé de m'intégrer. Ce soir-là, j'ai fait une seule valise avec des vêtements et des articles essentiels. J'ai scanné tous mes documents importants aux licences commerciales, relevés bancaires, police d'assurance et je les ai sauvegardés sur un lecteur cloud sécurisé. J'ai changé les mots de passe de mes comptes professionnels et j'ai configuré des alertes. Ce n'était pas une fuite, c'était un retrait stratégique. J'ai laissé ma clé d'appartement sous le paillasson. Sur le comptoir de la cuisine de la maison que je venais de quitter, dans cet espace silencieux et vide après que tout le monde soit allé se coucher, j'ai laissé autre chose, la clé de rechange de leur maison ou une déclaration silencieuse. Je les quittais, pas ma vie, pas mon entreprise. Ils se sont réveillés le lendemain matin dans une pièce vide, une note disant seulement « Le magasin ne vous appartient pas à vendre,
et la clé de rechange de la maison posée ostensiblement sur le comptoir. Mon téléphone a commencé à sonner avant même que je n'ai fini ma première tasse de café dans une chambre d'hôtel bon marché à 80 km. Le silence de la chambre d'hôtel n'était interrompu que par le bourdonnement incessant de mon téléphone sur la table de chevet. J'ai regardé l'écran s'allumer, maman, portable, puis papa, mobile, puis Sarah, domicile. Je l'ai laissé sonner et sonner et sonner. Les messages vocaux ont commencé 1 heure plus tard. Les premiers étaient une fausse préoccupation, mêlée de confusion. Daniel, ça va? Où es-tu allé? Nous sommes très inquiets. Ils sont rapidement dégénérés en colère. Ce n'est pas drôle, Daniel. Réponds au téléphone. Puis culpabilisation. Comment as-tu pu nous faire ça? Maman est désespérée. Tu déchires cette famille. Le masque de préoccupation est complètement tombé, révélant le droit au titre furieux en dessous. Tu dois revenir ici tout de suite et régler ça. Nous avons besoin d'accéder à tes comptes. La demande brute d'argent, plus voilée dans les demandes pour Marc. Je les ai tous écoutés, assis au bord du lit raide de l'hôtel, ressentant un œuf froid de douleur et quelque chose d'autre, une validation lugubre. Ces paroles résonnaient dans ma tête. Si tu disparaissais demain, cette maison ne s'effondrerait pas. Ils n'étaient pas inquiets pour moi, ils étaient inquiets de la perte d'une ressource. La découverte de la clé de la maison les a probablement mis en colère. Cela a montré que je n'avais pas simplement fui dans un accès de colère, j'avais délibérément choisi de me retirer, et je détenais toujours le pouvoir sur ma propre vie et mes biens. Ma nouvelle réalité dans la chambre d'hôtel anonyme semblait austère, solitaire, mais aussi étrangement propre. Plus besoin de marcher sur des œufs, plus besoin d'anticiper la prochaine demande, plus besoin d'essayer de me modeler en le fil qu'il voulait. L'odeur de désodorisant bon marché contrastait fortement avec les odeurs réconfortantes et familières de mon magasin, mais elle était également exempte de l'atmosphère lourde et suffocante de leur maison. Cet anonymat était un bouclier temporaire, un espace pour réfléchir et planifier. Je savais qu'il n'arrêterait pas, lorsque la culpabilité et la manipulation échoueraient, il s'intensifierait. Mon esprit, n'étant plus assombri par le besoin de leur approbation, était clair et vif. Il ne s'agissait plus de prouver ma valeur à leurs yeux, il s'agissait de protéger ce qui était à moi et d'établir une limite si solide qu'elle ne pourrait plus jamais être franchie. Mon premier appel a été passé à une avocate recommandée par une connaissance professionnelle, Madame Ramirez. Son bureau était petit mais professionnel. Assise en face d'elle, raconter les événements de dimanche semblait surréaliste. Dire les mots à haute voix, il a dit, si tu disparaissais demain, cette maison ne s'effondrerait pas, les a rendus encore plus brutaux. Mais Madame Ramirez a écouté calmement, son expression étant celle d'une préoccupation professionnelle, et non d'un jugement. Les paroles de votre père, bien que cruelles, ne sont pas illégales, a-t-elle déclaré, sa voix posée. Leur tentative pour vous faire pression afin de vendre votre entreprise, cependant, et toute action qu'ils prennent pour y interférer pourrait être. Mon entreprise est uniquement à mon nom, ai-je dit. Je l'ai construite moi-même. Incorporée il y a 2 ans. Excellent. Nous devons nous préparer au fait qu'ils tentent potentiellement de geler les actifs, de contester la propriété, ou même de vous poursuivre. Nous rassemblerons tous vos dossiers financiers, la documentation de l'entreprise et, surtout, toute preuve de soutien financier passé que vous leur avez fourni ou à votre frère, message texte, email, relevé de virement bancaire ou tout. Travailler avec Madame Ramirez était comme trouver un terrain solide dans une tempête tourbillonnante. Elle a validé le fait que leur comportement n'était pas normal, pas sain. Elle n'a pas sentimentalisé la famille, elle s'est occupée des faits et de la protection juridique. Elle a confirmé que mon entreprise était la mienne, que mon argent était le mien, et que leurs demandes n'étaient que cela, des demandes, sans fondement juridique. Pendant ce temps, leurs tentatives pour me contacter sont devenues plus frénétiques, puis plus agressives. Les messages vocaux sont devenus menaçants, tu ferais mieux de revenir ici, Daniel, ou tu le regretteras. Sarah s'est tournée vers les médias sociaux, publiant des mises à jour passives-agressives sur des situations familiales difficiles et la douleur de la trahison, me ciblant clairement sans me nommer directement, maintenant leur masque social public d'une famille respectable et souffrante. Des connaissances communes ont commencé à contacter maladroitement, et, Daniel, tout va bien? J'ai vu le message de Sarah, ça avait l'air dur. Naviguer dans ces interactions nécessitait une façade calme et des réponses brèves et sans engagement, refusant d'être entraîné dans leur drame ou de me justifier. J'ai passé des heures dans la chambre d'hôtel à parcourir méthodiquement des années d'historique numérique. Les relevés bancaires ont mis à nu le schéma, pas seulement une aide occasionnelle,
mais un épuisement constant et significatif des transferts déguisés en cadeaux ou en prêts qui étaient clairement intégrés aux finances de mes parents et de Marc, permettant des modes de vie qu'ils ne pouvaient pas se permettre. Des emails de mes parents présentant les échecs de Marc comme une simple malchance et mon succès comme une ressource inexploitée pour eux. Des SMS de Marc, des demandes d'argent décontractées avec des promesses vagues de remboursement. Chaque document enregistré, chaque relevé de transfert ressemblait à une autre pièce d'un puzzle d'exploitation qui avait été cachée à la vue de tous sous le couvert de l'amour et de l'obligation. La salle de réunion semblait stérile, impersonnelle, un champ de bataille neutre choisi par Madame Ramirez. De l'autre côté de la table polie étaient assis mes parents, Sarah et leur avocat, un homme plus âgé au visage las qui avait l'air d'avoir vu toutes sortes de drames familiaux imaginables. Ils sont arrivés en ayant l'air d'une image de respectabilité en détresse, leurs masques sociaux fermement en place. Ils ont offert des sourires serrés et artificiels qui n'atteignaient pas leurs yeux. « Daniel » a dit maman, sa voix tremblant légèrement d'une manière apprise, « nous sommes si heureux que tu aies accepté de nous rencontrer. » Je n'ai pas répondu à la performance. J'ai hoché la tête sèchement à leur avocat, puis je me suis concentré sur Madame Ramirez à côté de moi. Leur avocat a commencé à exposer leur position. Il a peint une image d'une famille inquiète préoccupée par ma disparition soudaine et mon refus de soutenir mon frère en période de besoin. Il a parlé de l'obligation familiale et de l'importance de maintenir les actifs au sein de la famille, laissant subtilement entendre que mon entreprise devrait naturellement être considérée comme une ressource partagée en période de crise. Leurs demandes ont été officiellement énoncées, je devais vendre mon magasin, contribuer la majeure partie du produit à l'entreprise de Marc et potentiellement les indemniser pour la détresse émotionnelle que j'avais causée. Mes parents ont acquiescé, ayant l'air sombre et lésé. Sarah était assise les bras croisés, une expression familière d'impatience et de mépris à peine voilée sur son visage. Ils s'attendaient à ce que je plie, que je m'excuse, que je cède sous la pression de les affronter et de leurs demandes officielles. Puis ce fut mon tour. Madame Ramirez a d'abord pris la parole, énonçant les faits de ma propriété légale de Miller Supply, de sa valeur et de mon droit de gérer ma propre propriété. Puis elle m'a cédé la parole pour présenter mon point de vue et mes preuves. Ma voix était ferme, calme. Je n'ai pas gaspillé d'énergie en émotion, j'ai parlé objectivement de la construction de mon entreprise, de ma fierté pour elle, des années de travail acharné. Puis j'ai changé. Ma famille a parlé de soutien et d'obligation, ai-je dit, mon regard balayant leur visage. Et je suis d'accord. La famille devrait se soutenir mutuellement. J'ai toujours cru que je le faisais. J'ai ouvert mon dossier. Ce sont des relevés bancaires remontant à 10 ans. J'ai glissé des copies sur la table à leur avocat, qui a commencé à les feuilleter, les sourcils froncés. Il détaille chaque transfert important de fonds de mes comptes vers les comptes de mes parents ou directement vers les comptes de Marc ou Sarah, à la demande de mes parents ou de Marc. J'ai fait référence à des dates et à des montants spécifiques. Ce n'était pas une aide occasionnelle, il s'agissait d'un soutien financier constant et important, couvrant les factures, les dépenses imprévues, renflouant les échecs précédents de Marc. Leurs visages ont commencé à passer d'une confiance suffisante à l'inquiétude. Maintenant, ai-je poursuivi, ma voix gagnant une force tranquille, regardons ce que j'ai reçu en retour, non seulement un manque de gratitude, mais un rejet constant de mon travail et un favoritisme clair envers Marc. J'ai présenté des emails et des SMS, ici, des demandes d'argent. Ici, mon père qui qualifie mon entreprise de « petit magasin ». Ici, ma sœur qui l'appelle « mignon ». Et ici, ai-je dit, posant plus de documents, voici des dossiers que j'ai obtenus par une demande d'information publique concernant les enregistrements d'entreprises et les faillites précédentes de Marc. Ils montrent que 2 de ces soi-disant échecs impliquaient, disons, des pratiques comptables douteuses ou des pratiques qui ont été signalées mais qui n'ont apparemment jamais été poursuivies, peut-être parce que l'argent a été rapidement remplacé. Et voici des emails entre ma mère et un parent discutant de la gestion de ces situations discrètement pour protéger la réputation de Marc et mentionnant le besoin d'obtenir des fonds de Daniel pour couvrir des dépenses imprévues. Un souffle de maman. Le visage de papa est devenu rouge vif. Sarah a regardé, son sourire narquois disparu, remplacé par le choc. Leur avocat a levé les yeux brusquement des relevés bancaires, les yeux se rétrécissant. Il ne s'agissait pas seulement du fait que Marc était mauvais avec l'argent, il s'agissait d'une tromperie délibérée, et les parents la couvraient activement, utilisant mes ressources pour le faire. Ainsi, la demande de vendre mon entreprise légitime et rentable ne concernait pas seulement le sauvetage du potentiel de Marc, ai-je déclaré, la colère silencieuse entrant enfin dans ma voix. Il s'agissait de dissimuler un schéma de négligence et de fraude potentielle que vous avez permis et caché.
Et vous vous attendiez à ce que je sacrifie l'œuvre de ma vie pour le faire. C'est un mensonge, a rugi papa, frappant la table de sa main. Comment oses-tu accuser ton frère? Comment oses-tu évoquer de vieilles choses? De vieilles choses? J'ai rencontré son regard furieux. Ou des schémas que vous ne voulez pas exposer. Ce fut mon moment le plus bas. Pendant la confrontation, papa s'est penché en avant, sa voix ruisselant de venin, tu as toujours été celui qui ne convenait pas, Daniel. Toujours silencieux, toujours critique. C'est juste une autre façon de te sentir supérieur, n'est-ce pas? Cela vaut-il la peine de détruire ta relation avec ta mère, avec nous tous? L'attaque ne portait pas sur mes preuves, mais sur mon être profond, frappant cette ancienne insécurité de ne jamais être assez bien, de ne jamais vraiment appartenir. Pendant une fraction de seconde, le poids de cela, le caractère définitif de rompre ces liens, m'a fait ressentir une vague écrasante de douleur et de doute. Est-ce que je faisais la bonne chose? Pouvais-je vraiment m'en aller? Mais ensuite, j'ai vu la cruauté calculée dans ses yeux, la façon dont maman a sursauté au non pas de sa colère, mais de la vérité que j'exposais, l'immense droit au titre sur le visage de Sarah. Et j'ai entendu sa voix à nouveau, le grognement de ce salon, si tu disparaissais demain, cette maison ne s'effondrerait pas, cette ligne a solidifié ma résolution. Il ne voulait pas un fils ou un frère, il voulait une ressource, et cette ressource coupait l'approvisionnement. J'ai respiré profondément, repoussant la douleur, laissant la résolution froide prendre le dessus. Vous voulez parler de destruction de relations? Vous l'avez fait bien avant dimanche, papa. Vous l'avez fait chaque fois que vous avez rejeté mon travail, chaque fois que vous avez mis les caprices de Marc avant ma stabilité, chaque fois que vous avez pris mon argent et avez prétendu que ce n'était rien. Vous avez parlé de cette maison qui s'effondrerait si je disparaissais, ai-je dit, ma voix claire et forte. Peut-être pas la structure physique, mais celle financière que vous avez construite en partie sur mon dos. J'ai sorti la dernière pile de documents. Ce ne sont pas seulement des relevés bancaires, il s'agit d'une chronologie financière que j'ai compilée, recoupant mes transferts avec vos documents d'impôts fonciers accessibles au public et les déclarations d'entreprise de Marc. Cela montre comment mon aide a coïncidé précisément avec les périodes de difficultés financières pour vous ou les besoins de Marc. Plus que cela, cela montre quelque chose d'autre. J'ai regardé directement mon père. Vous nous avez toujours dit que la maison valait environ 800 000 $. Ce que vous n'avez pas mentionné et ce que cette documentation de refinancement hypothécaire d'il y a 5 ans montre, c'est que vous avez contracté une deuxième hypothèque importante à cette époque, qui nécessitait un garant car vos revenus n'étaient pas suffisants à eux seuls. Un garant dont les actifs, à savoir, une petite entreprise rentable, ont été pris en compte dans l'approbation. Leurs yeux se sont élargis. Leur avocat avait l'air véritablement surpris, parcourant maintenant les documents, le visage sombre. Ce garant, ai-je conclu, ma voix coupant le silence surpris, c'était moi. Vous m'avez convaincu de co-signer, en disant que c'était juste une formalité pour vous aider à obtenir un meilleur taux d'intérêt pour certaines rénovations. Vous n'avez jamais mentionné que c'était une deuxième hypothèque ou que vous utilisiez la valeur de mon entreprise pour la garantir. Vous ne vouliez pas seulement mon argent ou mon entreprise, vous avez secrètement lié mon avenir financier à votre propre situation précaire et à la négligence de Marc sans ma pleine connaissance ni mon consentement. Vous aviez prévu d'utiliser mon existence comme filet de sécurité, même en me disant que j'étais jetable. La pièce était silencieuse, sauf le bruissement de papier dans les mains de leur avocat. Leurs masques sociaux s'étaient complètement brisés. Maman pleurait ouvertement maintenant, non pas de tristesse, mais d'exposition. Papa était sans voix, le visage pâle de fureur et de défaite. Sarah avait l'air furieuse mais aussi effrayée. La vérité, étayée par des preuves irréfutables, flottait dans l'air, un schéma de longue date de manipulation et d'exploitation, culminant dans leur tentative de prendre tout ce que j'avais. Ce fut mon moment de justice. La réunion s'est terminée peu de temps après, il ne restait plus grand-chose à dire. Leur avocat, après une conversation chuchotée avec ses clients, a informé Madame Ramirez qu'il retirerait leur demande et toute action en justice éventuelle. Il n'y a eu aucune excuse, aucune admission de culpabilité de leur part, seulement la défaite et le silence amer. En sortant de cette salle de réunion, j'ai ressenti un profond sentiment d'épuisement, comme si j'avais couru un marathon. Mais sous la lassitude se trouvait un noyau d'acier, un triomphe silencieux. Je les avais affrontés, dit ma vérité, étayée par des faits indéniables, et j'avais tenu bon. Je n'avais pas encore gagné un procès, mais j'avais gagné quelque chose de bien plus important, ma dignité et ma liberté. Les retombées juridiques ont été minimes, heureusement.
Madame Ramirez s'est assurée que toutes les voies possibles pour qu'ils interfèrent avec mon entreprise étaient fermées. Il n'y a eu aucun procès, aucune autre demande officielle. Les preuves étaient trop accablantes. Les retombées sociales étaient plus désordonnées. Sarah a continué ses publications passives-agressives pendant un certain temps, essayant de faire tourner le récit, mais la vérité a une façon de fuir. Les amis communs ont dû choisir un camp où ont maladroitement évité le sujet. Il était douloureux de perdre certains liens, mais ceux qui sont restés ou ceux qui m'ont cru ou ont au moins soutenu mon droit à ma propre vie sont devenus inestimables. Mon ami, qui avait écouté patiemment pendant mon séjour à l'hôtel, est devenu comme le frère que j'ai toujours voulu mais que je n'ai jamais eu. Madame Ramirez, initialement juste mon avocate, est devenue une conseillère de confiance, représentant un type de relation différent ou une relation basée sur le respect et l'équité. Sur le plan financier, mon magasin était sécurisé. Sans l'épuisement constant de l'aide familiale attendue, j'ai pu réinvestir dans l'entreprise, moderniser l'équipement et même embaucher une main supplémentaire. Miller Supply n'a pas seulement survécu, elle a commencé à prospérer. L'entreprise de marque, sans surprise, a complètement échoué sans mes fonds. J'ai entendu dire par le bouche à oreille que mes parents ont ensuite subi des difficultés financières importantes, luttant contre cette deuxième hypothèque qu'ils avaient obtenue en utilisant la valeur de mon entreprise. Ce n'était pas de la vengeance, mais c'était une conséquence de leur choix. Le processus de guérison n'a pas été linéaire. Il y a eu des jours où la douleur de leur trahison m'a frappé fort, des moments où j'ai pleuré la famille que je pensais avoir, celle que je voulais désespérément. Les mots du père, le sourire narquois de la sœur c'étaient des blessures qui laisseraient des cicatrices, mais elles n'avaient plus le pouvoir de me contrôler. J'ai appris que fixer des limites ne signifie pas que vous n'aimez pas quelqu'un, cela signifie que vous vous aimez aussi. Cela signifie reconnaître le comportement toxique pour ce qu'il est et refuser d'en être la victime. Ma définition de la famille a complètement changé. Ce n'était pas le sang, c'était le lien. C'étaient les gens qui m'ont vu, qui m'ont valorisé, qui ont respecté mes limites et qui ont soutenu mon moi authentique. Mon magasin est devenu plus qu'une entreprise, c'était ma communauté, remplie de clients et d'employés qui ressemblaient plus à une famille qu'aux personnes avec qui je partageais l'ADN. Je suis maintenant en paix. La maison ne s'est pas effondrée. Non, elle tient debout, probablement remplie des mêmes tensions et du même déni, mais mon monde ne s'est pas effondré non plus, il s'est agrandi. J'ai construit une nouvelle fondation, basée sur le respect de soi, l'intégrité et la force tranquille de se tenir seul lorsque cela est nécessaire. Les cicatrices sont un rappel d'où je viens, mais elles ne dictent pas où je vais. J'ai construit ma propre stabilité, brique par brique, clou par clou, et personne ne peut me l'enlever. Avez-vous déjà dû tracer une ligne dans le sable avec quelqu'un que vous aimiez? Comment avez-vous retrouvé votre propre paix après une trahison?